Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie consacrée au débriefing des experts. Nous allons donc revenir sur le débat de tout à l'heure, un débat qui concernait l'emploi et l'éducation, débat mené par Babylas Botton et Marie-Angèle Touré. On va examiner en compagnie de nos experts la candidature de Mme Henriette Lagou et enfin on va débattre sur le thème qui va être abordé ce mardi et qui concerne la santé et la couverture maladie. Bienvenue à nos invités, il y en a deux ce soir. Nous avons M. Serge Yao, expert en TIC, expert en foresterie, en transport, en énergie, qui dirige un cabinet conseil. Bienvenue. Merci bien, bonsoir. Merci d'être là. Et en face de vous, bien sûr, nous avons notre éditorialiste, Alafé Wakili, qui est le directeur général de l'Intelligent d'Abidjan, un quotidien de la place. Bienvenue Alafé. Merci, bonsoir. Alors tout de suite, on va commencer par le débriefing du débat. On va commencer par la construction des routes. C'était l'un des thèmes qui a été, pas des routes, excusez-moi, des écoles. Hein. C'est l'un des thèmes qui a été abordé durant cette partie-là. Il y avait 4 invités, on va rapidement le rappeler. Il y avait Pascal Foba-Ebling qui représentait le candidat Conan Kouadio-Bertin, Guillaume Libi représentant Afin Guessan, la ministre de l'Éducation, Kandia Kamara, qui représente bien sûr M. Alassane Ouattara, et Mesmin Komoué, qui est un syndicaliste du secteur de l'éducation. Alors, sur la construction des écoles, Mme Kandia Kamara estime que le président Ouattara, quand il est arrivé au pouvoir, il a hérité d'un pays où il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait, et qu'il a quand même pu construire 15 000 écoles, 30 lycées ont été réhabilités. Alors, M. Yao, vous avez suivi ce débat-là? Oui, j'ai suivi ce débat. Le candidat Ouattara avait quand même promis, au moment où il arrivait au pouvoir, de construire 25 000 écoles. Si vous voulez, pour moi, je vous remercie d'abord de me donner l'opportunité de répondre sur ce plateau. C'est vrai que d'abord, l'enjeu, c'est vraiment l'école. Et je pense que construire des écoles, c'est quelque chose de significatif. Ça répond à l'éducation de nos enfants, c'est quelque chose de nécessaire et d'important. Mais je pense que nous ne pouvons pas avoir la comptabilité des chiffres, mais je pense que les autorités sont des gens responsables, donc nous n'avons pas à remettre en cause les chiffres qu'ils nous ont donnés. Maintenant, ce qu'on aurait pu avoir comme information qui aurait été pertinent, c'est un peu la cartographie de la construction de ces écoles, où elles se sont développées par rapport à la densité, où il n'y avait pas assez d'écoles, où ils ont renforcé la capacité des écoles. Vous savez que, par exemple, dans des zones, on a des enfants qui marchent, par exemple, 5, 6 ou 7 kilomètres. Je ne pense pas que ça vous plairait que votre enfant marche 6 ou 7 kilomètres. Moi non plus. Monsieur Alafé non plus. Donc la problématique de la construction, c'est une très bonne chose. Le pays, c'est vrai, a traversé une période pendant laquelle les investissements requis n'ont pas été faits. Mais je pense qu'on aurait pu avoir, sans pour autant dire que les choses n'ont pas été faites, je pense qu'on aurait eu une meilleure appréciation sur la cartographie, justement, Madame de la la ministre répartition. estime que la cartographie est disponible et qu'il y a des écoles qui ont été construites dans tout le pays. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est fonction de quoi? De la ruralité, c'est fonction de la densité. Et je pense que moi, c'est cette question sur laquelle je suis interpellé. Bon, est-ce que vous avez en fait des doutes sur non, pas des doutes. Sur les non, 15 pas 000 des doutes. Je me dis constructions je dis qu'il y a un saut quantitatif qui est extrêmement important. qui a été fait. Qui a été fait. Il faut le reconnaître. Le président s'était engagé sur un programme de renforcement des capacités de l'école ainsi que des universités. Il l'a fait. Sur les universités, on a une meilleure appréciation parce que le nombre des universités ne sont pas... Il y en a 5. Hein. Il y en a 5 qui sont 120 pas... milliards qui ont été investis selon les autorités. Voilà. Mais sur les écoles, on n'a pas cette capacité... En fait, sur les écoles où on n'a pas la même précision. On n'a pas la même lecture, voilà. Sur le bilan de M. Ouattara par rapport à la construction d'écoles, déjà, le régime précédent de M. Gbagbo, on a parlé de 10 000 écoles construites. Et M. Ouattara en a fait 15 000 sur les 25 000 promis. Les objectifs n'ont pas été atteints, il faut le dire. C'est certainement pour cela que l'école est rendue obligatoire pour investir plus, pour construire plus d'écoles, recruter plus d'enseignants et pour améliorer le taux d'alphabétisation.
Si on s'en tient à ce que Mme le ministre elle-même a dit, donc on peut constater qu'il y a des efforts à faire pour atteindre ce chiffre de 25 000, mais aller au-delà, parce qu'il en faut un peu plus, de toutes les façons. Monsieur Guillaume Liby, qui est représenté dans le candidat Afin Guessan, estime que Abidjan, qui totalise quand même un afflux de citoyens ivoiriens important, n'a pas bénéficié de la réhabilitation des lycées qui existaient ou des collèges et qu'on n'a pas assez construit à Abidjan. Moi, je pense que le problème d'Abidjan, c'est une problématique différente. À Abidjan, il y a les écoles privées et il y a les écoles publiques. Je veux dire qu'il y a un mixing. Tandis que dans le domaine rural, je ne pense pas qu'il y a autant d'écoles privées. Donc, je pense que là, la présence de l'État, pour lutter surtout contre la non-alphabétisation, la formation des jeunes, et aussi surtout de fidéliser et de garder les jeunes. Parce que s'il n'y a pas d'école dans les villages, les enfants vont venir à Abidjan. Je pense que ça, c'est une très bonne option du président qui a choisi de renforcer, de rendre la proximité, de donner l'accessibilité aux populations, aux écoles. Ça, je pense que c'est un fait majeur. Comme dit monsieur, bon, on dit que le régime précédent a fait 10 000 écoles en 10 ans. Monsieur Ouattara en a fait 15 000 en 4 ans et demi. Donc la proportion et l'appréciation de la compétence, de la performance est significative. Elle saute aux yeux. Monsieur Gbagbo vous dira peut-être qu'il n'a pas eu toute la direction du pays pendant un bon moment aussi. Si vous voulez, moi je pense que... D'ailleurs, c'est que le représentant de M. Afin Guessan disait, M. Liby. Moi, je vais vous dire, on n'a pas besoin, par exemple, de faire une route de 100 mètres ou de 200 mètres, d'avoir autant d'argent. Mais on a vu la désuétude de toutes les routes. C'est bien de dire qu'il n'a pas pu travailler. Certes, c'est peut-être vrai, mais je ne pense pas que ça justifie vraiment la non-performance de cette équipe, franchement. Serge Alafé, quand Jacques Camara affirme que cette information déjà n'est pas exacte, qu'il y a eu des réhabilitations à Abidjan, des lycées célèbres que citait M. Liby. Vous aussi, vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez d'efforts qui ont été faits? Moi, je pense que M. Liby était peut-être nostalgique des lycées mythiques, comme le lycée classique et le lycée technique. Il a dit qu'ils n'ont pas été réhabilités. Peut-être oui, mais au profit, à leur détriment, au profit d'installations nouvelles et qui font que, comme il a dit, il y a peut-être des écoles privées, il y a de nouveaux établissements publics qui se créent. Et l'enjeu est moins peut-être de réhabiliter ces établissements symboliques et mythiques, d'en construire de nouveaux pour rendre l'école accessible au plus grand nombre. Parce que là, c'est Cocody, mais la ville s'étend. À Benjerville, il y a à Niaman et à Bassam. Abidjan devient une grande cité. On devrait construire davantage ce type d'école partout. Moi, je vais intervenir là-dessus, si vous voulez, sur la qualité, la quantité. Mais je pense que pour faire un très bon jugement, il faut associer la quantité à la qualité. Nous avons été, à une époque, je pense que nous ne sommes pas des nostalgiques, nous ne sommes pas des si vieux. On peut seulement dire que le président Houphouët était notre grand-père. Donc ce que je peux dire, c'est que quand on vient, par exemple, et on voit des réceptifs comme l'INHB à Yamoussoukro, bon, on a un problème. Parce que les écoles d'excellence existaient en Côte d'Ivoire, l'ESCA, les IE, un certain nombre d'écoles, qui faisaient que, ça va venir sur votre prochaine problématique, on n'avait pas la problématique du non-emploi. Parce que les gens étaient formés, et à cette époque, vous savez, quand vous sortez d'une bonne université, où il y a une très bonne qualité d'information, il n'y a pas de problème de chômage. On vous dira aussi que c'est par rapport à la population, il y a eu un accroissement de la population, il y a plus d'étudiants qui sortent des grandes écoles. Oui, mais je pense que je pose la problématique sur la qualité. Bon, les populations, les étudiants sont proportionnels à la population qu'il y avait. On ne peut pas faire des jugements absolus sur une population estudiantine. Quelle était la population à cette époque? Quel était le taux de représentants des étudiants? Je pense qu'il faut toujours relativiser nos jugements. Puisque nous sommes, pas à dire d'experts, mais à dire de personnes objectives, je pense qu'il faut donner la bonne information pour que les gens puissent décider.
Et quand je vous dis, par exemple, que sur les grandes écoles, avant, les gens qui sortaient de l'ESCA, ils trouvaient du travail aussitôt. Les gens qui sortaient de l'ESIE, ils trouvaient du travail aussitôt. Vous allez aller dans des entreprises où on a eu la chance d'auditer sur des sociétés de la sous-région, où on cite des écoles ivoiriennes comme étant de référence. On va revenir sur la problématique de l'emploi dans quelques minutes. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur l'université, parce que le régime a quand même, bon, on parle d'une réhabilitation de l'université, il y en a 5, 120 milliards de francs qui ont été investis. On a pu regarder un reportage où les étudiants se plaignaient. Ils disent, au-delà des infrastructures qui sont très belles, on a un problème au niveau de l'enseignement, on a un problème au niveau des TD, par exemple. Oui, on a un problème. Je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, mais je voulais soulever une observation qui a été faite par M. Vincent Komoé, où il disait qu'il faut un consensus autour de l'école qui permette, au-delà des régimes, au-delà de 5 ans ou 10 ans d'un mandat, de 2 mandats, d'obtenir des politiques durables. Parce que l'école a besoin de politiques qui vont au-delà de 5 ans ou de 10 ans. Je pense que c'est un élément important qu'il faudra que chaque candidat mette à son agenda pour les années à venir. Bon, l'université, oui, c'est pas parfait, mais vous savez, les plaintes aussi ont eu lieu dans un environnement de rumeurs et de confusion sur la destination et l'usage de ces ressources-là. Il y a eu une polémique. L'attente sur la base de cette polémique est très forte, de sorte que un certain nombre de difficultés, comme des salles de classe, comme un problème d'ampoule ou de toilettes à un moment donné, sont amplifiées. Et on se dit, si 100 milliards ont été investis, on ne peut pas manquer d'ampoules, on ne peut pas manquer peut-être de papier hygiénique pour telle ou telle chose, ou de salles, ou un certain nombre de coûts pratiques. Mais je pense que, quels que soient les efforts qui sont faits, il reste toujours des difficultés. Et il est important que la sensibilisation se fasse pour que les gens perçoivent. Oui, Sergio. Moi, je vous dirais autre chose. Vous savez, je dirais que le problème je pense que je salue les autorités qui ont quand même réhabilité tout ça pour les étudiants. Je pense qu'en termes de sécurité, en termes d'environnement, les gens sont dans un meilleur environnement de travail. Et je pense que les étudiants, il faut les mettre dans un environnement optimal, premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, le ministère des TIC, des nouvelles technologies, a matché, a voulu permettre à l'université d'être une université de demain, c'est-à-dire avec les moyens qu'il faut. Je pense que ça, sur le plan d'éthique, sur le plan de l'ouverture, sur le plan, vous savez, maintenant, les étudiants, c'est une grande ouverture. Je pense que ça, il y a des axes, on ne peut pas tout faire. L'État n'est pas providence. L'État a des fonctions bien précises. Il a des fonctions régaliennes. Bon, il y a des gens qui nous écoutent qui ne peuvent pas comprendre ce que sont les fonctions régaliennes. Je vais m'expliquer. En fait, ce qu'on attend de l'État, c'est qu'il remplisse son rôle essentiel, c'est-à-dire la sécurité, la santé, l'éducation. Donc, c'est là qu'on dit on attend l'État. Oui, mais il y a quand même un problème qui se pose. C'est-à-dire que Bespin Komoé, le syndicaliste, il dit, par exemple, qu'il y a 60 000 jeunes Ivoiriens qui souhaitent devenir enseignants pour 5 000 places chaque année. Bon, c'est vrai que Mme Camara a affirmé qu'il y avait eu des recrutements qui avaient été faits, 37 000 enseignants en 4 ans. Mais il se pose quand même encore le problème de... Pour 37 000 enseignants recrutés, il y a peut-être 200 000 demandes. C'est vrai, la demande est très forte. Mais moi, j'ai un autre problème, c'est que Mme Kandia, je l'ai écoutée, je ne pense pas avoir, je ne travestis pas ce qu'elle a dit. Elle a dit que je pense qu'on a un problème. Au niveau de la formation des instituteurs au CAFOP, je pense en notre temps, la formation était de 2 ans. J'entends dire à infirmer ou à confirmer que la formation maintenant est de 7 mois. On a un problème. Donc, c'est ce qu'on dit. La qualité de l'enseignement... C'est au rabais, selon vous, ça a baissé. Je dirais pas ça. De 2 ans à 7 je mois. Dirais seulement, je ne peux pas comprendre comment on passe de 2 ans en 7 ans en dispensant les meilleurs, les cours essentiels à des gens qui doivent aller éduquer nos enfants. Alors, sur la formation... Je pense qu'il y a des urgences. Il fallait parer au plus pressé. Et puis, vous savez, il y a eu déjà des institutions adjoints qui n'avaient déjà pas le niveau, qui étaient au nord, c'était des volontaires. Ils ont quand même donné des cours, donc il fallait intégrer cela.
ça a dû créer une expérience, une autre forme d'approche qui permet de dispenser un enseignement adapté, compte tenu du contexte, pour que les gens aient le niveau d'enseigner. Je pense qu'il y a un enseignement théorique et il y a un enseignement pratique. Je pense que quand on prend les gens qui rentrent dans le CAFOP, je ne pense pas que c'est des gens qui sont une armée de réserve, comme je dis, c'est des gens qu'on forme. Ou alors on interprète mal les choses, ou alors la formation est ciblée ou est calibrée autrement. C'est ce que je veux dire. Alors, je veux qu'on parle quand même de l'emploi parce qu'il nous reste très peu de temps. Tout à fait. Pascal Foba-Eblin, le représentant de Conan Kouadjo-Bertin, estime que l'école ivoirienne n'est pas adaptée aux besoins des compétences de l'économie ivoirienne. Nous avons Mme Kandia Kamara qui estime que les programmes pour l'entrepreneuriat ont été introduits dans les écoles et que tout ça est en train de changer. Rapidement, quel est votre point de vue là-dessus? Voilà. Il faut dire que depuis toujours, tout le monde s'est plaint de ce que l'école ivoirienne, ou du moins les parents envoyaient les enfants à l'école pour devenir fonctionnaires. Donc tout ça, c'est à la base déjà dans les familles. Ça dépend de ce que l'on veut comme modèle dans chaque famille et pour soi. Et si à partir des familles déjà, on veut faire de grands capitaines, on veut de managers, je pense qu'il sera possible de trouver les chemins. Mais si tout le monde veut devenir fonctionnaire, veut l'État-providence, ce sera difficile que ce soit les réformes qu'on fera. Et même en France, ce problème se pose aussi au niveau de l'adaptation de l'école. Il y a des filières techniques, mais la fonction publique aussi en France est immense, elle prend beaucoup de gens et des problèmes aussi se posent. Donc, moi, je pense que l'école doit s'ajuster à la réalité économique, ça c'est sûr. Avant, quand on n'avait pas de magistère, on n'avait pas d'études de TIC, donc on n'avait pas ça, on s'ajuste. Mais je pense que le problème des jeunes, pour en venir très rapidement, aujourd'hui, il y a à peu près entre 15 et 34 ans, ça représente à peu près 36% de la population. Aujourd'hui, être chômeur, c'est quoi? C'est être dans la disponibilité de travailler, vouloir travailler, et chercher du travail et être privé de travail. OK? On voit qu'aujourd'hui, par exemple, tout ce qu'on essaye de faire, moi je pense que c'est la petite entreprise qui doit jouer son rôle. Vous allez prendre aujourd'hui, on crée des chômeurs potentiels, parce que je veux que là, je souhaiterais que le président de la République soit interpellé sur ce point, où la plupart des entreprises emploient des jeunes en CDD. Vous employez des gens en CDD, et demain, il n'y a pas de perspective d'emploi. Merci beaucoup, Serge Yao. On espère qu'on aura entendu votre appel. C'est la fin de cette première partie. On revient dans un instant.